La grossesse, c'est un moment magique pour certaines, mais aussi source de beaucoup de questions, surtout quand il s'agit de la première. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Odile Bagot. Odile Bagot, vous êtes gynécologue obstétricienne à Strasbourg. Vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-là, par exemple, Vagin, on vous dit tout. Et avec moi aussi sur le plateau, Michel Bachelard. Vous êtes sage-femme libérale à Nogent-sur-Marne, pardon. Vous êtes acupunctrice et vous êtes également consultante en lactation. Alors Odile Bagot, comment on sait qu'on est enceinte? Comment je sais que je suis enceinte? Alors vous allez avoir du mal, Jean-Claude, mais d'habitude, c'est un couple, une femme qui avait arrêté sa contraception, qui a décidé de mettre une grossesse en route, qui attend ses règles, et les règles ne viennent pas. Maintenant, on a aussi des grossesses surprises, on peut avoir oublié sa pilule, on pense avoir fait attention, ou parfois avec un stérilet ou cuivre. Attention, si les règles ne sont pas là, on fait quand même un test de grossesse. Un test de grossesse urinaire en pharmacie, ça suffit amplement. S'il est positif, il n'y a pas d'autre diagnostic. Il est juste un tout petit peu moins précoce que le test sanguin, mais ça ne sert à rien, comme le demandent souvent les femmes, de demander une confirmation sanguine du test urinaire. Dans les symptômes avant le retard de règles, certaines femmes qui ont déjà été enceintes savent que tiens, je ne suis pas comme d'habitude, je laisse ça un petit peu tendu. Mais c'est tout ce qu'on a comme symptômes. Voilà. Quand on connaît bien son corps, on repère tout ça. Comment on calcule le terme de la grossesse? Ah, ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a souvent beaucoup de débats. Parce que le reste, c'était pas intéressant. Non, mais ça c'est intéressant parce qu'il y a du débat. Il y a du débat. Ouais, c'était pas intéressant. Voilà. Une grossesse, ça dure normalement 41 semaines sans règles. On parlera toujours en semaine d'aménorrhée. Donc, quand un gynécologue ou sage-femme vous dit... ça veut dire sans règles. Voilà. Donc, quand on dit cette dame est à 36 semaines, c'est des semaines d'aménorrhée. Donc, 41 semaines d'aménorrhée, ça correspond à 39 semaines de grossesse, puisque la grossesse commence 2 semaines après le début des règles. Maintenant, les femmes aiment bien connaître aussi le mois dans lequel elles sont. Alors, pour savoir dans quel mois on est, on va compter en marche arrière. Le 9e mois termine tel jour. Et donc, c'est toujours le même jour qui correspondra au jour de début de grossesse qu'on a mis sur la déclaration, qui fera la frontière de mois en mois. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est qu'un bébé, il est à terme entre 37 et 42 semaines sans règles. Ce n'est pas juste le jour qu'on a donné. Le jour qu'on a donné, c'est une moyenne 41, le 3/4 des femmes a accouché à ce moment-là. Donc, il est mûr à partir de 37 semaines d'aménorrhée et au-delà de 42 semaines, c'est la date de péremption. Il ne faut pas qu'il y ait de bébé qui reste à l'intérieur après 42 semaines parce qu'on a des risques pour lui. Michel, on doit se faire suivre par une sage-femme tout au long de la grossesse. Alors, on dit suivre ou accompagner. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Alors, effectivement, c'est complémentaire. Donc, il faut être accompagné donc, par une sage-femme ou par un gynécologue. L'important est d'effectuer un suivi médical mensuellement, c'est-à-dire qu'on va avoir un rendez-vous tous les mois. Effectivement, soit on va être suivi à la maternité, mais ce n'est pas toujours possible. Et dans ces cas-là, on peut être suivi en ville avec un gynécologue obstétricien, si c'est celui qui fait notre suivi habituel, ou avec une sage-femme lorsqu'on est dans le cadre d'une grossesse physiologique. On est parti. Je suis enceinte. J'attaque mon premier trimestre. Alors, qu'est-ce que je ressens au premier trimestre? Alors, vous allez déjà être très fatigué. Ça, c'est l'un des premiers symptômes, une fatigue totalement inattendue et très différente des fatigues qu'on peut avoir quand on a une grosse journée de travail, donc une grosse fatigue. On peut effectivement, comme le disait Odile tout à l'heure, avoir des tensions au niveau de la poitrine. On peut ressentir des pesanteurs un petit peu dans le ventre, des tiraillements comme si on allait avoir nos règles. Et puis, on peut avoir des nausées. On parle beaucoup des nausées, mais toutes les femmes, et vous y compris, n'auraient pas forcément de nausées. Alors, les recommandations générales, travail, habillement, tout ça, est-ce qu'on doit changer des choses? Alors, de toute façon, même si on ne vous dit pas ce que vous devez changer, forcément, il y a des choses que vous allez changer naturellement. Alors, on va vous donner des recommandations générales en termes de repos, en termes d'alimentation. Bien sûr, ça, c'est votre gynécologue, votre sage-femme qui vont vous donner ce genre de recommandations. Maintenant, on insiste beaucoup sur le fait qu'être enceinte ne veut pas dire rester au repos toute la journée non plus. On n'est pas malade. Hein. On n'est pas malade. Il faut malade, effectivement garder une activité physique minimale parce que ça évite beaucoup de pathologies de grossesse. Au niveau sexuel, on continue?
Alors, si tout va bien, si le cas dans la grande majorité des cas, et si on en a envie, on continue. On peut en général avoir une petite parenthèse au premier trimestre où, du fait de la fatigue, des nausées, les seins un peu sensibles, c'est pas toujours un moment où la libido est au beau fixe. Mais ça peut se rattraper au deuxième trimestre, voire plus que d'habitude. D'accord. Donc, à suivre. À suivre. Non, mais c'est important ce que vous avez dit. Par contre, vous avez dit, et si on en a envie? Ça, c'est la clé. Hein. Si on en a envie. Hein. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des recommandations alimentaires? Oui, oui, bien sûr, on va vous en donner une sacrée liste et c'est vrai que souvent, pour les femmes, la grossesse est significative de certaines restrictions obligatoires, notamment on ne peut plus manger n'importe quel fromage, on doit faire attention à lire les étiquettes sur le lait pasteurisé, on ne peut pas manger si on n'a pas eu la toxoplasmose notamment, il faut bien faire cuire sa viande, on ne va pas manger de poisson cru, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne peut plus se permettre. Du suivi. D'où l'importance du suivi. Et alors, suivi. les perturbateurs endocriniens, vous avez écrit un bouquin là-dessus, Odile Bagot, perturbateurs endocriniens. On en parle beaucoup. Il faut faire attention quand on est enceinte aux perturbateurs endocriniens. Absolument. On a les fameux 1000 jours qui sont des jours essentiels. Ça concerne la grossesse et les 2 premières années du bébé. Parce que les perturbateurs endocriniens, qui sont des substances qu'on va trouver en toute petite dose, hein, mais à certains moments du développement, particulièrement du fœtus ou de l'enfant en bas âge, vont pouvoir être la cause d'un certain nombre d'anomalies. Et on les voit, elles sont grandissantes. Les anomalies du tractus génital du petit garçon, hein, ce qu'on appelle les cryptorchidis, les testicules qui ne sont pas descendus, mais après les pubertés précoces. Enfin, il y a beaucoup de pathologies de cet ordre-là. Et les pathologies aussi neurologiques, hein, autisme, troubles de l'attention, qui sont en lien, en moins en partie, avec les perturbateurs. Qu'est-ce qu'on va proposer aux femmes? Déjà, vous allez faire votre conversion bio dans la mesure du possible pour l'alimentation. C'est la première chose à faire. Pour les cosmétiques, tout ce qui va être volatile, le vernis, les lacs et tout ça, les parfums, attention, ça va pénétrer. Ce qu'on va mettre sur une grande surface de peau aussi, attention, ça peut pénétrer aussi. Attention aussi aux nouveaux équipements, les nouvelles voitures, la chambre qu'on a refaite. Là aussi, il y a des perturbateurs. Donc, faites-le le plus tôt possible et aérez bien tout ça. On l'oublie parfois. Changez vos contenants plastiques contre des contenants en verre et on peut rajouter des vitamines. On donnera, de toute façon, en début de grossesse, le fameux acide folique. L'acide folique est recommandé pour toutes les femmes pour diminuer un certain nombre de malformations. Il va agir au niveau de ce qu'on appelle la méthylation. Il va concurrencer les perturbateurs endocriniens. Rajoutons aussi de l'iode et du sélénium qui vont pouvoir un petit peu atténuer l'effet de ces perturbateurs. Donc, il y en a des choses à faire hein, quand on est enceinte. Hein. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi faire, c'est s'inscrire à la maternité. Oui. Alors, quand? À partir de quand? Alors, tout dépend un petit peu de l'endroit où on veut accoucher. Si, en tout cas pour ce qui est le cas de la région parisienne, dans ce qu'on appelle la maternité de secteur, c'est-à-dire la maternité correspondant à votre lieu d'habitation, on peut s'inscrire durant le premier trimestre de la grossesse, voire parfois un petit peu plus tard. Maintenant, si on décide d'accoucher dans une maternité qui n'est pas sur notre secteur ou une maternité qui a une étiquette particulière, donc je pense notamment aux maternités telles que les Bluets, les Lilas, qui sont assez connus pour des accouchements dans l'eau, ce genre de choses-là. Là, il faut s'y prendre au test urinaire. Alors, on en est qu'au début, il faut qu'on fonce là, parce qu'on en est qu'au premier trimestre. Le premier rendez-vous avec la gynéco, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, déjà, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, poser des questions pour l'état général de la patiente, parce qu'il y a des pathologies qu'il faut accompagner. On va examiner le poids, la tension, le col, parce qu'on va les suivre tout au long de la grossesse. On va prescrire des examens. Obligatoirement, le groupe sanguin, les anticorps irréguliers, la toxo, la rubéole, sida, syphilis, hépatite B. Ça, c'est des examens obligatoires. Maintenant, au cas par cas, on peut demander une sérologie du CMV, le cytomégalovirus, pour les femmes qui travaillent, par exemple, dans la petite enfance ou les enseignantes. On peut demander un dosage thyroïdien, parce que là, il peut y avoir aussi des anomalies. Une analyse urinaire pour les femmes qui ont fait des infections urinaires à répétition. Et chez les femmes à risque de diabète, donc pas tout le monde, on va demander une glycémie. On va tout de suite dire qui ça concerne. Les femmes de plus de 35 ans, un indice de masse corporelle supérieur à 25, avoir un père, une mère, un frère, une sœur qui ont un diabète de type 2, ou avoir déjà fait un gros bébé, ou avoir déjà eu du diabète gestationnel. Ces femmes-là, on leur fera une glycémie au premier trimestre.
arrive la première échographie. Alors, la première échographie, émotionnellement, c'est super important. Il y a papa, il y a maman, on fait l'échographie, on prend la photo. Mais bon, au niveau médical, qu'est-ce qu'on recherche? Alors déjà, ça nous permet de confirmer l'âge de la grossesse. On l'a fait aux alentours de 12 semaines d'aménorrhée. On peut commencer à faire une morphologie. On va compter les membres, on va regarder s'il y a bien les différentes sections de membres, on regarde si les parois sont bien fermées. Et ce sera le moment où on fera le dépistage des trisomies. Alors, comment on fait ce dépistage? Déjà, il faut savoir qu'il est obligatoirement proposé. On a le droit de le refuser. Il n'est pas obligatoire, ce dépistage. Il se fait en 2 temps. On va calculer un risque statistique de trisomie en tenant compte de l'âge de la femme, de l'âge de la grossesse et de la mesure dite de la nuque du bébé. On mouline tout ça et ça nous dit le risque de Madame Tartampion est de 1 sur tant. Quand ce risque est entre 1 sur 50 et 1 sur 1000, à ce moment-là, aujourd'hui, on peut proposer ce qu'on appelle le dépistage prénatal non invasif. Sur une simple prise de sang, eh bien, on pourra déterminer s'il y a une trisomie 13, 18 ou 21, les 3 les plus fréquentes. Ce n'est pas un cariotype, ça ne nous dit pas exactement ce qu'il en est du bébé, mais c'est déjà un bon test de dépistage. Donc ça, c'est un test qu'on peut faire sur le sang maternel pour avoir une idée du bébé. Autre test, juste pour les femmes qui sont résus négatifs, on peut aussi au premier trimestre avoir le résus du bébé par une simple prise de sang maternel. Avant de passer au 2e trimestre, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème au premier trimestre? Il faut faire attention à quoi? Voilà, les deux, ce qu'on rencontre quand même le plus souvent, c'est les problèmes de saignement. Une femme qui saigne au premier trimestre, ça peut être une petite menace de fausse couche, c'est-à-dire qu'il y a un petit décollement de l'œuf et la grossesse va continuer normalement. Ça peut être une grossesse arrêtée. Ça peut être une menace qui va se transformer en fausse couche. Et puis, on a toujours en tête la grossesse extra-utérine. Ça, ce sont vraiment les risques pour la grossesse. Pour la femme, on a parfois des femmes qui ont une hyperémésie, c'est-à-dire des vomissements incoercibles. Ça peut poser problème, effectivement. Des problèmes de thyroïde, ça arrive aussi. Mais c'est surtout les saignements et les douleurs qu'on va prendre en charge. Bon, on parle beaucoup de problèmes possibles. Il faut dire que dans la majorité des cas, ça se passe super bien. Alors moi, j'ai fait mon premier trimestre de grossesse, nickel. Maintenant, j'attaque le 2e. Et au 2e, qu'est-ce qui se passe? Je sens bouger bébé dans mon petit ventre de du. Hein, c'est ça, Michel? Oui, tout à Oui. fait. Effectivement, pour beaucoup de femmes, l'arrivée des mouvements actifs, mouvements actifs fétaux, c'est-à-dire sentir son bébé bouger, voilà, ça semble long parce que ça ne va pas arriver dès le premier trimestre et ça arrive souvent après même la 2e échographie. Donc vraiment, quasiment à 5 mois de grossesse pour certaines. Et C'est un moment qu'attendent véritablement les femmes. Odile, vous avez eu 5 enfants, vous pouvez nous le dire. Oui, je n'ai pas toujours senti très tôt parce que j'étais occupée par autre chose, mais effectivement. Non, mais c'est un moment qu'on attend. C'est un moment C'est un moment qu'on C'est un moment important. Oui, Émotionnellement, il y a quoi? Il y a la première échographie et puis la première fois où on sent bouger bébé, non? Oui, pour les Hein, c'est femmes, ça. oui. oui. Il y a beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est des moments forts, effectivement. Qu'est-ce qu'on va surveiller pendant ce 2e trimestre, Odile? Ou ben, ce sera la surveillance classique, hein, poids, tension, éventuellement le col. Et puis, on essaiera de dépister déjà si certaines pathologies peuvent survenir. Alors, on a les pathologies, grandes pathologies du 2e trimestre, dysgravidie, menace d'accouchement prématuré, qui ne sont pas encore là. Il faut être vigilant pour les infections urinaires, hein, parce que les infections urinaires peuvent être la cause de ce qu'on appelle des chorioamniotites, donc une infection de l'œuf, qui nous font des fausses couches tardives. Ça, c'est quelque chose de rare, mais où il faut être vigilant. On a aussi à ce moment-là le 2e temps du dépistage du diabète. Si on a une femme à risque, alors on fera une hyperglycémie provoquée, on fait boire du sucre et on regarde l'évolution de la glycémie dans la suite. Et puis parfois, on accompagne la découverte d'une malformation fœtale qu'on aura faite à l'échographie. On revient quelques secondes sur le diabète gestationnel. C'est un problème important, ça? C'est un vrai problème de notre société aussi, hein, puisque c'est entre autres lié au poids, c'est lié à l'âge. Or, les grossesses, les femmes les ont de plus en plus âgées. On a un problème de l'augmentation de l'indice de masse corporelle des femmes. Donc, on a de plus en plus de diabète gestationnel. Et le problème, c'est que ça nous fait des bébés qui sont trop gros, avec des problèmes à l'arrivée, d'accouchement, mais aussi des bébés qui font des hypoglycémies. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique, hein, le diabète gestationnel. On est en train de voir si on modifie nos recommandations pour faire plus de dépistage plus tôt. Pour l'instant, c'est réservé à une population à risque. Et le problème d'avoir des gros bébés, outre les problèmes de santé, c'est aussi des problèmes futurs, éventuellement, fuite urinaire, toutes ces choses-là. Ah oui, bien sûr, tout ce qui concerne les accouchements dits dystociques, où il y aura eu des difficultés, où le bébé aurait été trop gros, ça pose des problèmes sur notre périnée, bien sûr. L'échographie, vous en avez parlé, parfois on découvre une malformation. Quelles sont les particularités de cette échographie au 2e trimestre? C'est l'échographie vraiment
fondamentale, la plus importante, qui doit être faite dans des très, très bonnes conditions, avec un opérateur qui soit vraiment entraîné, parce qu'on a vraiment à lister organe par organe et rechercher tous les signes et toutes les malformations possibles à ce moment-là. C'est pas toujours simple, hein. Une femme qui a un surpoids, les images ne sont pas très bonnes. Si le bébé n'est pas bien placé, il est couché sur le dos, on ne verra pas sa colonne. Il faudra peut-être refaire une deuxième fois. Donc ça, c'est une échographie à ne pas prendre à la légère, vraiment pas. On regardera aussi comment est inséré le placenta, le liquide, mais ça, c'est vraiment fixé plutôt au 3e trimestre. Mais c'est l'échographie fondamentale. J'ai passé mon écho, Odile, tout va bien, je peux vous le dire. Vous êtes rassurés. Ça soulage aussi l'obstétricien, figurez-vous. Vous êtes rassurés, tout va bien. Je vais attaquer mon 3e trimestre, Michel. Alors, d'abord, au cours du 2e trimestre, je vous ai vu un petit peu, je vous ai vu quoi, tous les mois? Oui, alors si vous avez un suivi qui est assuré par une sage-femme, effectivement, on s'est vu tous les mois, mais on s'est surtout vu pour effectuer ce qui s'appelle l'entretien prénatal. Alors, dit entretien du 4e mois, mais on ne le fait pas forcément au 4e mois, hein. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, on se dit plein de choses. C'est le moment où on va apprendre à se connaître, où on va sortir un petit peu du suivi médical et où on va discuter un peu de l'accueil de ce bébé, où on va chercher à savoir s'il y a des vulnérabilités. Et puis, c'est le moment où on va parler de la préparation maintenant dite à la parentalité, hein, ou préparation à la naissance. Mais dans le terme préparation à la parentalité, ce dont on veut parler, c'est dire que c'est vraiment préparer l'accueil de cet enfant. Et c'est donc ça qu'on va prévoir à ce moment-là. Bébé qui va arriver. Et on est déjà au 3e trimestre. Donc, il va arriver bientôt, bébé. Comment ça se passe, le 3e trimestre? Alors, on fait le suivi mensuel comme il a été décrit tout à l'heure. Et puis, c'est effectivement le moment où on va pouvoir caler ces séances de préparation à la naissance pour pouvoir anticiper comment va se passer l'accouchement, pour pouvoir... Alors, au niveau de maman, je commence à être Oui. plus grosse que je suis encore maintenant. Oui. Je commence à être un peu grosse. Est-ce que j'ai mal au dos? Comment ça se passe, tout ça? Oui, c'est souvent un moment où on va parler plus particulièrement de tous les petits maux de la grossesse. Donc, effectivement, des maux de dos, on peut avoir un peu de constipation, on peut avoir les jambes qui gonflent, on peut avoir pas mal de petites choses un peu gênantes qui peuvent passer en ayant, comme on le disait tout à l'heure, un peu d'activité physique. On peut aussi faire attention à ces recommandations alimentaires, bien boire. C'est le moment où on va être plus à l'écoute de son corps qui se transforme. On a des petites contractions aussi parfois, non? Ça peut arriver, effectivement, vraiment arriver sur la fin de la grossesse. On peut avoir des petites contractions qui sont liées à l'augmentation du volume de l'utérus. Alors, Michel, vous m'avez dit au 1er trimestre, j'ai pas trop envie, hein, sexuellement, c'est pas. Mais après, ça va se déchaîner. C'est au 3e trimestre que ça se déchaîne. Dites-moi tout. J'ai dit qu'effectivement, ça pouvait être le cas au 2e trimestre, au 3e trimestre aussi. Mais bon, là, le bébé, on parlait quand on a commencé à le sentir bouger au 5e mois. Là, il fait complètement partie de la femme. On le sent beaucoup, donc ça peut être un petit peu gênant. Ça peut être gênant, mais alors par contre, c'est pas du tout dangereux. On est bien d'accord. On S'il y peut a faire pas de l'amour au pathologie, 3e oui. trimestre. Il faut être un peu inventif, mais c'est pas dangereux si on n'a pas de pathologie, pas de contraction, pas de saignement. Il y a encore une écho au 3e trimestre? Oui, alors l'échographie du 3e trimestre, on refera un petit tour de morphologie, vérifier si tout va bien, mais c'est essentiellement une échographie pour évaluer la croissance du bébé. Hein, voir s'il n'est ni trop gros, ni trop petit, voir si la quantité de liquide est bonne, commencer à évaluer la qualité et la position du placenta. Le 3e trimestre, c'est quand même celui qui est le plus à risque, on va dire. Alors, les deux grandes pathologies du 3e trimestre, hein, c'est ce qu'on appelle la dysgravidie ou prééclampsie ou éclampsie, on va dire. Ça commence après la dysgravidie, c'est l'hypertension associée à l'œdème et à la protéinurie. Hein, c'est pour ça qu'on regarde les urines tous les mois hein, chez les femmes enceintes. Et puis, quand ça devient plus grave, eh bien, ça peut aller jusqu'à la grande éclampsie, qu'on ne devrait plus voir aujourd'hui parce qu'on fait tout pour arriver avant. La grande éclampsie, c'était une catastrophe maternelle et fœtale avec des convulsions, etc. Donc vraiment, l'attention est à surveiller à ce moment-là. Et puis, on a les menaces d'accouchement prématuré. La femme qui a des contractions, le col qui se modifie. Là aussi, il faudra savoir mettre au repos, traiter, hospitaliser si besoin. Quelque chose qu'on connaît un peu moins, c'est le prurit gestationnel et ce qu'on appelle la cholestase gravidique. Fin de grossesse, des femmes commencent à avoir des démangeaisons et on a des perturbations hépatiques. Et ça, c'est à surveiller de près, voire à déclencher, puisqu'on augmente les risques de souffrance fœtale et de mort fœtale in utero. Donc voilà pour les grosses pathologies, si j'en oublie pas, Michel, du 3e trimestre. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, Voilà. On a fait le tour.
On ne va pas faire peur non plus aux mamans. Non, 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 non. Je suis vraiment dans la dernière ligne droite, Michel. Là, je vais accoucher bientôt. Alors, comment se fait la surveillance, justement, dans les derniers jours? Dans la dernière ligne droite, on va se voir un petit peu plus souvent. Parfois, on peut se voir une fois par semaine sur les 2 dernières semaines, 3 dernières semaines. Ça dépend de comment s'est passée la grossesse. Et puis, à partir du moment où on a atteint le jour du terme, là, on va se voir déjà ce jour-là. Et puis, les jours qui suivent, quasiment tous les jours ou un jour sur 2. Et on va faire une surveillance un peu plus poussée. Et notamment, on va enregistrer le cœur de votre bébé, c'est-à-dire effectuer un monitoring, examiner le col, voir la tension, faire aussi des échographies pour s'assurer qu'il y a suffisamment de liquide. Et puis, pourquoi pas aussi, on peut avoir à faire un toucher vaginal puisqu'on se rapproche de la fin et savoir si ce bébé, comme le disait Odile tout à l'heure, ne vient pas tout seul, s'assurer de voir de quelle façon on pourrait l'inviter à sortir. Alors, la plupart des mamans vont accoucher naturellement, mais dans certains cas, on est obligé de déclencher l'accouchement. Dans quel cas, justement? Alors, il y a des indications maternelles. Certaines femmes dont la pathologie nécessite de terminer la grossesse dès que le bébé est prêt, dès qu'il est mûr. Donc ça, c'est un motif. Ensuite, on a des motifs liés au fœtus aussi. Un bébé fragile qu'il faut accueillir dans certaines circonstances. Les bébés pour lesquels on saura qu'ils sont mieux dehors que dedans. Par exemple, un hypotrophe. Ou bien, dans cette surveillance dite de fin de grossesse, si on commence à avoir des anomalies au niveau du tracé, un placenta qui commence vraiment à vieillir, très peu de liquide, on sera tenté effectivement de déclencher à ce moment-là. Une des causes les plus fréquentes du déclenchement, c'est le fameux dépassement de terme. Au-delà de 42 semaines. La date de péremption. La date de péremption, c'est 42 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir bien calculé le terme dès le premier trimestre et avoir bien vérifié à l'écho, qu'on ne se trompe pas. Donc, au-delà de 42, le bébé doit être dehors. Donc, 48 heures avant, selon l'état du col de la maman, on va choisir quel type de déclenchement et ainsi de suite pour qu'il soit là. Comment ça se passe, justement, le déclenchement? Le déclenchement, ça se passe souvent. Qu'est-ce que c'est, le déclenchement? Le déclenchement, en fonction du statut, c'est-à-dire de comment elle colle, quelle est la hauteur du bébé, etc. On peut le faire en un temps. Si le col est mûr, comme on dit, il est prêt, il est déjà ouvert, il est ramolli, il n'est plus qu'un gros bourrelet. Ça s'appelle quasiment un petit coup de pouce. On donne les contractions et hop, le travail s'enchaîne comme ça. Comment vous les donnez, les contractions? Avec de l'ocytocine. Cette hormone dite de l'attachement, entre autres, très intéressante dans d'autres domaines aussi. Et si le col n'est pas mûr, à ce moment-là, on va maturer ce col, en général avec ce qu'on appelle des prostaglandines qui vont permettre au col de se raccourcir. Et parfois, le travail peut se mettre en route tout seul, ou alors, une fois qu'il est mûr, on met l'ocytocine et c'est parti. Michel, les mamans, elles sont un peu angoissées quand on leur dit on va vous déclencher votre accouchement parce qu'elles se disent oh là, si on me le déclenche, ça veut dire que c'est pas naturel, que ça se passe pas bien, non? Oui, elles peuvent être un petit peu angoissées, mais tout comme elles sont un petit peu angoissées à l'idée d'accoucher déjà de toute façon. Mais on les prépare, on leur explique, et puis si on fait un déclenchement, c'est que c'est la meilleure solution pour elles et pour leur bébé. Et donc, même si c'est un petit peu stressant de se dire qu'on provoque les choses, on sait que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, c'est quelque chose que nous, les hommes, on ne peut pas comprendre, mais c'est stressant. Un premier accouchement. On ne sait pas comment ça va se passer. On a entendu qu'on allait souffrir, que ça allait faire mal. Donc l'information et le dialogue, surtout avec une gynéco-femme qui elle-même a déjà accouché ou une sage-femme, c'est important pour les femmes, non? Ça les met en confiance quand c'est le premier accouchement. Oui, être accompagné par un professionnel, c'est justement l'idée, c'est de les pas mettre que en un professionnel, confiance. un professionnel femme aussi, oui, elle sait de quoi elle parle, oui. elle l'a vécu. Oui, bien sûr. Mais bon, même si on ne l'a pas vécu, on peut quand même bien accompagner une femme, comme vous disiez tout à l'heure. Bon, mais et papa dans tout ça? Parce que oui. là, on a passé 24 minutes ensemble, il nous reste 2 minutes. On a passé 24 minutes ensemble. À aucun moment, on a parlé de nous, les hommes. Nous. Alors, il y a des papas qui viennent, qui accompagnent la maman. Je pense à la préparation à l'accouchement ou aux consultations. Il y a des papas qui sont plus en retrait. Moi, je pense qu'il faut vraiment respecter son espace. Il y a des papas qui n'ont pas envie d'être là à l'accouchement. Et parfois, il y a une pression un peu sociale où il se dit je vais y aller parce qu'on m'oblige, entre guillemets, y aller. L'accouchement, ça s'est beaucoup passé entre femmes aussi. Pourquoi pas y aller avec sa mère, sa sœur ou sa meilleure copine? Je pense qu'il faut laisser vraiment l'ouverture et la possibilité de choisir. Déjà l'accouchement, mais pendant la grossesse, papa, il est...
Il a sa place, non? Il est très présent, hein, vraiment. Les pères sont très souvent là. Aux échographies, ils accompagnent énormément. Ils sont présents pendant les consultations. Ils viennent à la préparation à la naissance, s'ils le souhaitent. Maintenant, c'est pas parce qu'il n'est pas présent qu'il n'est pas investi. Je pense que ça, c'est important de faire passer ce message aux femmes. C'est qu'il faut qu'ils se sentent à l'aise. Voilà, il n'y a pas d'obligation et chacun fait comme il a envie. Hein, et comme le couple le décide, c'est la meilleure des solutions. Voilà, bah écoutez, moi je vous remercie beaucoup de toutes ces informations. Il faut quand même rassurer les femmes. Dans la majorité des cas, ça se passe naturellement, ça se passe bien. Hein. Absolument. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie toutes les deux d'être venues sur le plateau. Je vais rappeler, Odile Bagot, vous êtes gynécologue obstétricienne, vos nombreux ouvrages, Vagin et compagnie, on vous dit tout. La ménopause, bon, là, c'est pour beaucoup plus tard, pas de panique. Les perturbateurs endocriniens, ça c'est important, hein, on en a parlé pour la grossesse. Merci à vous aussi, Michel Bachelard, vous êtes sage-femme libérale à Nogent-sur-Marne. Merci d'être venu sur le plateau. On se retrouve très très prochainement pour une prochaine émission. On a parlé de la grossesse. La prochaine fois, on va parler bien évidemment de l'accouchement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, on peut dire qu'on souhaite une super belle grossesse à toutes les mamans qui attendent un heureux événement en ce moment. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.